Parmi les multiples hyperboles qu'on a tendance à faire au cinéma américain, il y en a une qui revient très souvent, à savoir que la plupart des grandes stars hollywoodiennes sont des acteurs exceptionnels. Et cette distinction souvent faite aux Américains me fait souvent souffler, car aujourd'hui c'est presque au détriment du film en lui-même, et même du cinéaste, que toute la lumière tourne autour du comédien star. Mais surtout, ce qui est majoritairement approuvé et acté comme une bonne manière de jouer s'articule très souvent sur une particularité spécifique du jeu, à savoir ce fameux acting studio dont on parle souvent aux États-Unis. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il joue bien pour autant? Ça veut dire quoi vraiment bien jouer? Le jeu d'acteur a souvent traversé des périodes et des époques par le biais de films, de contextes, mais aussi de cinéastes qui n'ont pas toujours vu de la même façon le comédien. Pour ce qui concerne les générations d'acteurs et d'actrices que l'on connaît aujourd'hui et qu'Hollywood a beaucoup utilisé, la plupart viennent de ce qu'on appelle l'Actor Studio. L'Actor Studio, c'est une organisation associative américaine consacrée à l'art dramatique et qui fut fondée en 1947 par trois personnalités importantes de l'époque. Elia Kazan, un metteur en scène de théâtre qui s'oriente vers le cinéma à la fin des années 40 et qui réalise notamment Un tramway nommé Désir et À l'Est d'Éden, qui seront deux films massivement récompensés et reconnus. Cheryl Crawford, une productrice de théâtre américaine qui a étudié l'expression dramatique au début des années 20 et qui fait la rencontre d'un certain Lee Strasberg dont on va parler plus tard. Et Robert Lewis, fondateur notamment du Group Theater avec Cheryl Crawford, qui était un groupe de jeunes auteurs, acteurs et metteurs en scène cherchant à explorer le processus de l'artisanat théâtral. Ce sont ces trois personnalités qui, en 1947, créaient donc ce fameux Actor Studio qui consiste à entraîner les acteurs dans un environnement privé, loin des caméras et des projecteurs, où ils peuvent prendre des risques sans avoir la pression des gros studios lors des tournages. À la base imaginé par le groupe Theater, c'est un certain Lee Strasberg qui va influencer les créateurs. Il s'agit d'un comédien d'origine polonaise qui a fait de l'Actor Studio l'une des écoles d'art dramatique les plus réputées au monde. Il a notamment publié deux ouvrages pour parler de comment les acteurs s'entraînent là-bas. L'Actor Studio et la méthode en 1986, puis le travail à l'Actor Studio en 1989. Mais justement, c'est quoi cette fameuse méthode que notre Lee semble beaucoup apprécier? Il s'agit du système Stanislavski. Alors oui, ça fait beaucoup de gens qui s'inspirent de gens, et c'est d'ailleurs un peu drôle de constater que l'une des plus grandes écoles américaines de comédie fut pensée et inspirée par des Russes. Donc Konstantin Stanislavski, c'est un comédien, metteur en scène et professeur de dramaturgie russe, né en 1863 puis mort en 1938. Dans sa quête du jeu juste et équilibré, Stanislavski a développé des réflexions quant à la manière pour lui d'imaginer comment bien jouer et retranscrire des émotions au théâtre. C'est de ses pensées et de ses ouvrages qu'apparaît le système Stanislavski, dont Lee Strasberg et les créateurs de l'Actor Studio s'inspirent. Système qui est d'ailleurs renommé simplement la méthode ou méthode acting à l'international. Ce système se base sur une méthode de travail qui a vocation à trouver ce qu'on appelle un jeu juste, dans le but de toucher ce qui est vrai. Pour cela, l'acteur doit puiser dans sa mémoire pour développer les sentiments à évoquer à l'image pour son personnage. Lee Strasberg parle de mémoire affective. En gros, le comédien doit puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion. Cela se traverse et se ressent aussi sur le physique et sur l'impulsion du corps de l'acteur. Cette méthode souhaite se montrer comme naturaliste, à l'inverse du figuratif, dans le sens où on cherche à se rapprocher de la nature humaine le plus possible. Stanislavski souhaite que les comédiens expérimentent les circonstances d'un rôle au travers de leur affect et de ce qu'ils peuvent dégager de ça. Par exemple, parallèlement au texte et aux notations de déplacement sur la scène, le théoricien russe indiquait à ses acteurs des détails psychologiques sur l'état du personnage à tel ou tel moment, dès qu'il apprenait telle ou telle information. Stanislavski finira cependant par ne plus imposer ces détails dans le but de chercher ses comédiens à trouver par eux-mêmes l'intention qu'ils ressentent. De cette méthode, l'école développe de l'improvisation, mais aussi de la recherche sur la mémoire sensorielle des comédiens pour qu'elle puisse s'aligner correctement avec le passé du personnage, sa psychologie, sa gestuelle, son corps, etc. etc. Stanislavski divise cette méthode de travail en deux dans ses livres sur le sujet. Le travail sur l'acteur, sur le moment, mais aussi la préparation du rôle. Il doit travailler sur lui-même, sur son psychisme, son passé, et par l'incarnation sur son physique aussi, qui selon lui se fait de manière très naturelle dès lors que la psychologie du personnage est trouvée. Bref, globalement l'Actor Studio fait travailler les comédiens avec cette méthode. En fouillant dans ses affects personnels et sa mémoire, les émotions retranscrites à l'écran seront pour eux très justes et vraies, et approcheraient un naturalisme presque primaire, propre à la nature humaine, un jeu très organique. Dans Un tramway nommé Désir, le personnage principal est interprété par Marlon Brando, qui fait partie des premiers acteurs à travailler avec la méthode de Stanislavski. Well, I never was better than any student. How long you here for? Well, I don't know yet. You gonna shack up here? I thought I would if it's not inconvenient for you all.
Suite au succès du film et à l'interprétation reconnue de Brando, d'autres comédiens et comédiennes deviennent aussi des stars renommées comme James Dean ou Elizabeth Taylor, qui s'inspirent aussi de la méthode acting. Montgomery Clift aussi, qui crée un contraste d'ailleurs certain dans son jeu face à John Wayne, relevant une gestuelle désinvolte comme c'est le cas dans La Rivière Rouge de Howard Hawks. Got him right between the eyes. Just as sure as you're standing there. Well, you shot him. You can take care of him. D'ailleurs, le contraste et la dualité dans le film étaient aussi réels sur le tournage, les deux acteurs s'entendaient pas très bien. Là où John Wayne misait sur un jeu dit instinctif qui ne réfléchit pas, la génération travaillant davantage sur soi pour livrer des émotions provoquait un net décalage entre les perceptions des comédiens, mais aussi directement à l'image. Par ailleurs, Montgomery Clift est un acteur qui va beaucoup inspirer Leonardo DiCaprio. Et petite parenthèse, mais c'est intéressant de voir que cette manière de diriger un acteur est très popularisée aujourd'hui, même si c'est évidemment bien plus anecdotique. Mais par exemple, comme je travaille sur les tournages, je suis beaucoup témoin de certains cinéastes qui, pour faire monter les émotions de leurs comédiens, leur disent des choses du genre « rappelle-toi ce qu'il t'a fait à ce moment-là, là imagine, tu viens d'apprendre ça, ça t'évoque quoi ?» Et cette direction est très inspirée par la méthode acting. Pas mal de comédiens ont donc parfois un temps d'adaptation sur le tournage avant de se lancer dans une prise, pour par exemple bien jouer un moment de colère, de choc, de fou rire, très souvent des émotions qui sont assez puissantes. Aujourd'hui, l'acteur studio est toujours en activité et beaucoup de stars reconnues dans le monde continuent d'appliquer cette méthode ou l'ont étudiée dans cette école, comme Christian Bale, Robert De Niro qui fut d'ailleurs à l'époque de Raging Bull de Martin Scorsese en 1980, l'un des premiers acteurs à réellement se transformer physiquement pour correspondre au rôle du boxeur qu'il incarnait. Il y a aussi Al Pacino, Tom Hanks, Julia Roberts, Meryl Streep, qui fut d'ailleurs aussi une actrice qui a plus hérité de la technique actor studio sans y avoir vraiment travaillé. Mais son rôle par exemple dans Le Mystère Silkwood retranscrit bien cette méthode, avec la façon dont elle joue sur son corps, ses tics de langage, sa gestuelle semi-nerveuse, de manière à créer une femme forte et indépendante à tel point qu'elle dévirilise son copain joué par Kurt Russell en montrant une forme d'insoumission à l'autorité. Charlize Theron notamment qui se métamorphose aussi dans Monster en 2004, Julianne Moore, Joaquin Phoenix, plus récemment Andrew Garfield, s'y est tenté en se privant de nourriture et de sexe pendant de longs mois, en amont du film Silence de Martin Scorsese, où il campe le rôle d'un prêtre. Bref, la liste est très longue, et cette méthode engrenage souvent des anecdotes croustillantes qui servent aussi parfois la promo d'un film pour justifier une interprétation supposément magistrale. Alors en France ainsi que dans d'autres pays européens, cette méthode n'a pas connu un grand succès tout de suite. Déjà car le cinéma dit classique a eu une période bien plus longue avant l'arrivée de la nouvelle vague à la fin des années 50, qui a cassé un peu les codes de production de ce genre de film, et aussi car cette révolution a engagé un cinéma plus amateur, moins professionnel avec des comédiens et comédiennes souvent amateurs, et aussi beaucoup plus de prise de risque. Cela dit, pas mal d'acteurs français se mettent aussi à jouer sous une direction inspirée par cette méthode, en puisant dans leur mémoire affective pour jouer des émotions sur grand écran. Et c'est ça aujourd'hui qu'on appelle vulgairement l'acting studio, et que moi j'ai tendance à critiquer, mais je reviendrai sur mon avis perso plus tard. Mais vous doutez bien, malgré son succès, il y a des cinéastes dans l'histoire qui réfutent cette manière de faire, la jugeant déjà très égocentrique car ne concernant uniquement que l'acteur en tant qu'entité et pas ce qui l'entoure ou ce qui touche et regarde dans un espace filmé ou non. Elle est aussi une méthode ayant ses limites dans le paysage cinématographique car très dirigiste, mais surtout pour certains, cette méthode est contradictoire à la puissance d'un visage et de l'image dans un film et bien plus pertinente pour ce qui est du théâtre et de l'espace dans une scène. Beaucoup de théoriciens du cinéma dans l'histoire ont noté que par le biais de procédés propres au langage cinématographique, il était possible de dégager une émotion au spectateur sans que cela ne leur soit directement montré ou filmé par le jeu d'un comédien. L'un des premiers à avoir noté par exemple l'importance du montage et du biais cognitif que cela provoque est le soviétique Lev Kuleshov, qui pendant toute sa vie va théoriser les moyens cinématographiques à mettre en œuvre et ce que cela soulève comme questionnement sur cet art nouveau. Alors j'avais parlé de l'une de ses principales expériences dans une vidéo d'Antoine Goya, aujourd'hui très connue et qui avait aussi été rappelée par Alfred Hitchcock à l'époque, qui disait que cette expérience représentait la puissance du montage et de l'assemblement d'images dans le cinéma, ce qui le rendait authentique et unique au monde. Cette expérience, mise en évidence au début des années 20, se nomme l'effet Kuleshov. Et je vais revenir dessus pour ceux qui n'auraient pas vu ou oublié ma courte présence dans la vidéo d'Antoine Goya. Je vous laisse déjà entièrement l'expérience en question que Kuleshov fait à son comédien et on revient tout de suite. Donc, dans cet effet, vous avez un comédien qui adopte un visage relativement neutre,
À cela s'ajoutent des plans qui donnent l'illusion par le montage qu'il est en train de regarder ce qu'on nous montre. Ce montage renvoie à une interprétation au spectateur. La première suggère qu'il a faim, la deuxième la tristesse et la troisième la tendresse. Hitchcock refera plus tard l'expérience en se filmant en train de sourire et en montrant deux situations différentes. Une scène où une gamine joue avec sa maman, le personnage souriant a l'air sympathique, puis une deuxième scène avec juste une femme en bikini. Et cette fois, le personnage souriant a l'air d'être un voyeur pervers. Cette expérience montre que par le biais du montage, les émotions véhiculées sont trompées par cette illusion, et que même un jeu somme toute très neutre parvient mine de rien à transmettre quelque chose. Alors cette théorie sera souvent validée dans l'histoire par d'autres critiques, réalisateurs et théoriciens, et André Bazin, célèbre critique de cinéma français dans les années 40 et 50, la défendra en développant par ailleurs la façon qu'a le réalisateur Robert Bresson de diriger ses comédiens que lui appelle modèles. Et on peut dire que Robert Bresson est absolument l'antithèse du principe de l'acteur studio. Son cinéma est effectivement très particulier, mais le réalisateur a inspiré bon nombre de cinéastes étrangers et sa filmographie a été importante pour toute une génération. Robert Bresson, dans ses films, souhaite se débarrasser de toutes les autres influences artistiques pour garder celles que provoque le cinématographe de manière purement organique. Ainsi, pour les comédiens, pas d'aspect psychologique, pas de narration précise, pas de construction d'un personnage. Il les appelle modèles justement car le réalisateur les utilise comme tels, des personnages neutres, modelables et qui plus est non professionnels. Marika Green, une actrice de l'un de ses films, expliqua que pour la plupart des modèles, leur apprentissage à être neutre et à se dépersonnaliser s'ancrait dans la lecture d'un texte qu'il fallait lire le plus platement et le plus neutre possible. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais un paradoxe né de cette manière de travailler qu'il citait ainsi, l'automatisme engendre l'émotion, ou plus précisément concernant les modèles, ce qu'ils perdent en relief apparent pendant le tournage, ils le gagnent en profondeur et en vérité sur l'écran. Ce sont les parties les plus plates et les plus ternes qui ont finalement le plus de vie. Et quand on regarde un film comme Mouchette, qui est réalisé en 1967 et qui est pour moi l'un de ses plus grands films, on note effectivement que la neutralité des comédiens apporte une profondeur presque fantastique ou divine, symbole d'un fatalisme qu'ils subissent et qui rend l'œuvre très froide, et d'autant plus violente dans le cas de Mouchette qui met en scène une jeune femme en proie à des hommes qui ont envie de coucher avec elle. Mais toutes ces intentions sont uniquement de l'ordre du montage et de la mise en scène de Bresson, puisque les comédiens ne véhiculent jamais directement quelque chose. Ils ne jouent pas le désir, la violence, l'interdit, la peur, mais pourtant le spectateur ressent ces émotions d'autant plus grâce à cette neutralité. Je trouve ça assez passionnant comme ressenti. Bresson en profite par ailleurs pour tacler l'acteur, qu'il différencie de modèle dans son célèbre recueil que je vous invite à lire si vous n'avez pas déjà fait. Il dit notamment ceci: l'acteur se projette devant lui sous la forme du personnage qu'il veut paraître, lui prête son corps, sa figure, sa voix, le fait asseoir, lever, marcher, le pénètre de sentiments et de passions qu'il n'a pas. Ce moi qui n'est pas son moi est incompatible avec le cinématographe. Donc il y a là clairement une critique de l'acteur studio et de cette volonté de faire d'un comédien une entité bourrée d'émotions qu'il a appris à jouer, mais qui n'aura jamais la puissance d'un visage amateur ou d'un jeu neutre, puisqu'il ne jouera jamais vraiment avec les principes cinématographiques comme le montage. De plus, cela sert obligatoirement une narration et plonge le comédien dans une impasse ou dans des limites. Et moi je vous avoue que même si Bresson est très sévère là-dessus, je le rejoins un peu. Aujourd'hui, je suis particulièrement sensible aux jeux plus ambigus qui suggèrent quelque chose, aux jeux plus neutres et réalistes qui ne vont pas chercher à forcément vous donner l'émotion que le film veut vous transmettre. Je trouve que c'est esthétiquement beaucoup plus intéressant. Alors bien sûr, ça m'empêche pas d'aimer des acteurs et des actrices qui sont issus de l'acteur studio, hein. D'ailleurs, c'est plus la manière que va avoir le cinéaste face à eux qui est intéressante et qui peut prouver leur modulabilité malgré leur apprentissage un peu formaté. Ça s'est vu dans toute l'histoire du cinéma et ça a offert de grands films. Récemment, j'aime le jeu de Joaquin Phoenix dans Her ou Boys Afraid parce que j'estime que ce sont de bons films, là où je trouve qu'il en fait trop dans Joker. J'adore le jeu discret et complexe de Michelle Williams dans le cinéma de Kelly Reichardt, là où je la trouve presque ridicule dans The Fabelmans, mais parce que j'estime aussi que Kelly Reichardt est une bien meilleure réalisatrice que Steven Spielberg. L'acteur studio n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, puisqu'elle a permis à des comédiens talentueux d'apparaître, mais son procédé les bloque rapidement dans un jeu qu'ils n'arrivent jamais à dépasser à cause du simple fait que le but est de faire réagir sa mémoire pour soulever des émotions. Donc on n'est pas trop dans l'alchimie entre le visage et l'image, vu qu'on surinterprète la manière de jouer, et de ce que ça évoque à l'image. Christian Bale est pour moi un très bon exemple, je trouve qu'il joue pas forcément mal, mais qu'il joue toujours la même chose, malgré le fait qu'il fasse des transformations physiques impressionnantes. Et en France, on a longtemps esquivé cette méthode, mais avec la démocratisation des écoles, elle a fini par arriver dans des formations, comme notamment la célèbre école dramaturgique des cours Florent. De la même manière qu'on s'est mis à proposer des écoles de cinéma pour apprendre à réaliser, alors qu'il n'y a pas vraiment de formule
à respecter. Il y a eu une standardisation de la réalisation de la même manière qu'il y a eu une standardisation du jeu et du comédien. Le cinéma de Robert Bresson a pourtant inspiré d'autres cinéastes français qui usent de jeux ambigus ou bien neutres, comme notamment Bruno Dumont qui ne joue pratiquement qu'avec des noms professionnels et qui, dans son récent France, utilise Léa Seydoux comme une espèce d'entité subissant son destin. Maurice Pialat a aussi transgressé certains codes cinématographiques pour livrer un jeu neutre avec des dialogues littéraires pointus, ce qui donne un ton très particulier à quelques-uns de ses films, comme notamment Sous le soleil de Satan. Pareil pour le réalisateur Jean Eustache, qui va faire jouer la réalité avec la fiction. Alors certes, c'est un cinéma qui est assez exigeant, mais il peut se retrouver dans un cinéma qui l'est beaucoup moins. Et en France, c'est la raison pour laquelle je suis resté très distant d'un film sorti récemment qui a pourtant beaucoup plu, c'est Je verrai toujours vos visages. C'est un film qui va s'ancrer autour d'un dialogue entre des victimes d'agression et vol face à des condamnés pour les mêmes délits. La justice restaurative, ça s'appelle. C'est écrit au mot près et les acteurs et actrices jouent tous de manière à expliciter les émotions, ne laissant aucune liberté au spectateur et évacuant toute ambiguïté qui pourrait se former dans cette relation pourtant très intéressante. C'est littéralement une pièce de théâtre filmée et pour moi ça rate le coche. Je comprends que ça puisse plaire car dans cette manière de jouer ils jouent tous assez bien, mais j'ai du mal à croire à ce qu'on me montre car justement tout est minutieusement trop préparé. Le jeu, comme les dialogues, comme la manière de se mettre en scène. Et encore une fois, plus que de penser les acteurs comme modèles, comme Bresson, c'est la manière dont le cinéaste va mettre en scène les corps qu'il a à disposition qui va être très intéressante. Plein Soleil de René Clément utilise le corps d'Alain Delon pour mettre en scène ce petit voyou tentant de s'en sortir après avoir tué un millionnaire, mais la mise en scène va sublimer ce personnage ainsi que les décors qui l'entourent. La narration devient alors presque secondaire. Les yeux sans visage de Georges Franju qui va justement jouer sur la neutralité du personnage de Pierre Brasseur, alors qu'il s'agit d'un savant fou ayant un profond regret d'avoir abîmé sa fille lors d'un accident, et d'une comédienne dont on ne voit justement pas le visage, comme un peu La piel qu'elle habito de Pedro Almodóvar qui s'en inspire. Le cinéma de Claire Denis a aussi beaucoup tendance à jouer avec la neutralité pour l'assembler avec une puissance invisible, comme dans High Life, où pour moi on tient d'ailleurs un des meilleurs rôles de Robert Pattinson. Enfin en tout cas il y a un panel de choix en fait, dont certains sont très accessibles, et je trouve ça dommage de tout le temps servir la soupe à l'acteur et de l'applaudir quand il livre des interprétations qui sont pour moi exagérées. Je ne trouve pas Brendan Fraser particulièrement bon dans The Whale quand il se met à pleurer. Je vais par contre être très touché dans un film comme Chocolat que réalise Claire Denis en 1988, qui va sublimer ses comédiens par le biais d'un profond non-dit sur une tension sexuelle interdite. Enfin voilà, difficile donc de définir ce qu'est un bon acteur, mais je pense que c'est bien plus complexe que de dire qu'il ou elle joue bien parce que ça pleure ou ça rit ou ça se met grave en colère. Et j'invite vraiment ceux n'ayant pas l'habitude à vous aventurer dans des films où les jeux sont bien plus perturbants et où c'est vous, spectateurs, qui allez être presque actifs dans l'interprétation que vous faites des personnages que l'on vous montre. Bien sûr, l'écriture du personnage va aussi jouer dans la façon dont le comédien va l'interpréter, mais la différence se trouve justement là-dedans. Il n'est pas forcément ambigu en étant neutre, il peut l'être par des réactions étranges, comme ça a pu être le cas dans le récent Chien de la Casse, qui forme un duo de personnages haut en couleur et loin de jouer une neutralité, mais qui exprime pourtant beaucoup d'ambiguïté, de mystère ou de mal-être caché. Pareil pour le récent succès britannique After Sun, où le comédien Paul Mescal est superbement bien dirigé par la réalisatrice pour donner une complexité interne forte au personnage. Et ça ne se joue pas que sur son visage, mais sur le découpage, les scènes, les musiques du film. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à donner à ce qu'est un bon acteur ou une bonne actrice. Je pense qu'il y a beaucoup en fait de façons de faire qui se contredisent. L'intérêt va se trouver dans la direction que lui apporte la réalisation, ainsi que l'importance ou non qu'elle va apporter à ses personnages. Mais l'important pour moi reste surtout l'image et le montage. Mais l'acteur studio reste malgré tout pour moi une impasse qui a vite fait de tourner en boucle dans les intentions des comédiens et que ça se voit de plus en plus dans pas mal de productions américaines où on sent que le regard souhaite se porter sur une émotion très forte qui doit être poussée par l'acteur ainsi que par des étapes physiques qu'il entreprend pour le faire. Ce qui amène souvent à une promo douteuse. Voilà, c'était ma petite réflexion sur le sujet, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter. N'hésitez pas non plus si vous avez le temps à jeter un coup d'œil à mon Tipeee et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!